Re tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour continuer notre petit podcast consacré à l'histoire des Call of Duty et plus précisément ce magnifique Black Ops 1 sorti fin 2010 et qui va jusqu'à fin 2011 tous nous faire rêver, nous passionnés de jeux vidéo et plus particulièrement de Call of Duty. Ce jeu a vraiment contribué il a continué à faire développer le mode multijoueur en ligne et il a fait, je pense, découvrir beaucoup de vocations à beaucoup de joueurs. Et aujourd'hui, je vous propose de continuer de revisiter ce merveilleux jeu en parlant dès à présent de la seconde map qui d'après moi a marqué les esprits, qui est cette merveilleuse map Summit. Et nous verrons si ensuite nous parlerons d'un certain petit Nuketown. Allez, bonne vidéo à tous. Dans un endroit presque arctique ou polaire, quoi, avec une ambiance un peu froide comme ça. Donc ça c'est agréable parce que si mes souvenirs sont bons, dans les Call of Duty qui précédaient, enfin, quoique s'il y avait deux trois maps sur NW2, notamment des rails, enfin, il y a eu des maps dans la neige, mais c'est pas quelque chose qu'on a eu trop l'habitude de voir, donc c'est une bonne chose qu'ils aient continué là, dans cette lancée. Donc Summit, alors elle, pour le coup, est un peu plus classique dans sa forme globale, hein, avec on pourrait la représenter comme un grand rectangle, hein, avec trois couloirs, hein, couloir sur la gauche, enfin sur les deux extrémités, gauche-droite, et un axe principal. Et cette map, elle est vraiment bien aussi parce que elle offre un gameplay qui permet beaucoup d'approches. On peut par exemple un peu se la jouer espion, un peu, un peu discret, en essayant de surprendre ses adversaires, en passant un petit peu sur les côtés, en allant en dessous et dans l'endroit principal, au milieu de la map, on peut un petit peu passer un peu partout, par les fenêtres, et puis essayer un petit peu, pareil, de déloger ceux qui seraient restés un peu trop longtemps dans cet endroit. Mais voilà, toujours dans un esprit bon enfant, sans que ce soit de la pure camp, hein. Et, euh, Et puis on peut se la jouer un peu plus bourrin en fonçant dans le tas et puis ensuite peut-être en essayant de garder une position dans cette espèce de grand hangar au milieu. Donc voilà, et puis enfin vraiment, c'est des genres de maps où on n'a pas le temps de s'ennuyer finalement. Il y a de quoi s'amuser, il y a tout le temps un peu des duels qui vont, mais en même temps c'est pas trop explosif comme on a pu l'avoir sur. Je veux dire, c'est pas par exemple. C'est pas du Rust ou du Nuketown, ou, voilà, c'est équilibré. Donc, autre map, voilà, assez emblématique de Black Ops 1. On pourrait parler encore de la map, alors laquelle je pourrais vous dire, j'en ai plusieurs qui me viennent. Alors, je pense notamment à Nuketown, mais j'essayais de voir si avant. Je vais vraiment vous parler là que des plus fameuses maps de BO1, mais admettons qu'on parte sur Nuketown. Donc, bah, écoutez, Nuketown, je pense que s'il y a une ou deux maps comme ça qui ont fait l'histoire de Call of, hein, et ben Nuketown est dedans à tous les coups, à coup sûr. Déjà, c'est une map qui a été constamment reprise dans les, dans les opus qui suivront Black Ops 1, avec sur Black Ops 2 Nuketown 2025. Ce qui tombe très bien, puisque maintenant, ça y est, on y est en 2025 d'ailleurs. Et à l'époque, on voyait ça en pensant, et à juste titre, que c'est vachement loin, c'est 2025. Et puis bon, bah, aujourd'hui, on y est, alors voilà, pour le petit clin d'œil. Euh, Nuketown qui sera reprise encore après sur Black Ops 3, dans un contexte beaucoup plus futuriste. Et puis j'en passe, hein, sur tous les Call of Duty qui suivent, Cold War, dans un contexte plus années 80 pour le coup. Voilà. Donc cette map, pour le coup, elle est... alors, quel est son contexte? En fait, c'est une map qui représente
comment dire, elle se situe dans le désert je pense, de l'Ouest américain, type Arizona ou Nevada. Et en fait, ça reproduit quelque chose qui a vraiment existé, c'est-à-dire un endroit utilisé. On peut pas parler d'un camp d'entraînement, mais un camp, un endroit comme ça, très étendu, un peu ou euh, inhabité, on va dire, où l'armée américaine faisait des tests nucléaires en fait. Donc on peut le voir parce que sur cette map, on a le droit à des petits mannequins, voilà, des maisons qui sont plus ou moins des maisons factices, hein, elles sont faites de briques et de brocs, voilà. Donc tout ça pour faire des essais nucléaires. Et puis bon, euh, on voit bien l'humour de Treyarch d'avoir renommé d'ailleurs cette map Nuketown, hein, Nuke comme nucléaire et Town, c'est la ville en fait. Donc la ville, voilà, des essais nucléaires. Et alors, comment la décrire? Donc déjà, elle est dans l'ensemble plutôt colorée, plutôt agréable à l'œil. Ça, y a pas de souci là-dessus. Elle fait partie, je pense, des plus jolies maps du jeu. Et pour le coup, alors elle est vraiment assez petite. Alors, c'est pas non plus la map de Code 4 dans l'espèce de hangar, hein. C'est une map, on va pas se foutre sur la tronche non plus tous les 3 mètres carrés. Mais en fait, elle est vraiment bien conçue parce que tout en étant petite, elle a tous les ingrédients à la fois pour que les parties soient pas non plus où on a l'impression qu'on est tous les uns sur les autres. On peut quand même adopter une certaine stratégie quand on y est. Alors on a donc les deux maisons qui se font face avec l'autobus en plein milieu. Et, euh, et donc les deux respawns hein, qui sont de part et d'autre de la map, hein, dans les jardins en fait des deux maisons. Et, euh, et puis des voitures sur les côtés où on peut à la fois se planquer, mais il faut faire gaffe à ce qu'elles ne nous pètent pas à la tronche. Donc voilà, donc vraiment cette map, c'est vraiment le genre de map où on peut aussi bien se faire démonter la tronche qu'on peut faire un véritable massacre. Euh, Admettons, vous prenez le space 12 silencieux. Si vous avez un peu de chance à la fois, mais que vous êtes malin dans vos déplacements et que vous enchaînez, je veux dire, vous arrivez vite aux 9 kills et hop, vous débloquez un Yui. Et alors là, vous finissez à 40, 45 kills sans trop de problème. Donc vraiment une map, voilà, je pense, si on débute sur le jeu, on se fait défoncer, il n'y a pas de souci. Mais si on a un petit niveau, eh ben là, c'est nous qui pouvons prendre le dessus sur nos adversaires. Et puis bon, voilà, la roue tourne, hein, dans la partie d'après, peut-être c'est nous qui prendrons très cher, et puis c'est comme ça, hein, voilà. Donc vraiment, Nuketown, des super souvenirs. Et puis bon, comme je l'expliquais un peu avant, au début de ma description, map qui a été plus que reprise, donc on pourrait l'assimiler du côté de chez Infinity Ward. Pour moi, c'est du même calibre qu'un terminal. Voilà, c'est deux maps qui sont au-dessus du lot. Il n'y a pas de souci là-dessus. Alors écoutez, bah après pour ce qui est des maps, je ne vais pas rentrer non plus trop dans les détails sur les suivantes, mais j'avais quand même envie de vous citer. J'aurais quand même envie de citer euh, quand même des maps voilà, qui ont fait plaisir, qui nous ont donné beaucoup de plaisir, et sans pour autant être rentré dans les légendes, les maps légendaires de Call of. Parmi elles, on peut citer Jungle. Donc voilà, Jungle qui, comme son nom l'indique, se déroule dans la jungle et plus précisément au Vietnam. Donc une map où c'est la végétation qui prime, qui fait un petit peu l'ambiance de cette jolie map. Plutôt grande, sans pour autant être immense. Autre map Grid, qui elle aussi se déroule
dans un contexte enneigé, qui pour ma part me plaît beaucoup. J'aime assez bien les maps dans ce contexte de neige, un petit peu façon URSS. Donc pareil, une map assez intéressante avec des blocs, on va dire, dans lesquels on peut s'infiltrer, surprendre son adversaire, ou au contraire essayer de garder sa position. Non, voilà, pas, c'est pas une grid n'a pas forcément, par exemple, n'a pas été reprise ou n'a pas, je pense, marqué, voilà, tous les joueurs qui ont connu, mais voilà, enfin, elle mérite quand même qu'on en parle, qu'on la cite. Euh, Parmi les autres maps, il y avait Array, puisqu'on est dans la lignée des maps enneigées. Array, qui est parmi les plus grandes maps du jeu. Hum, qui est très intéressante, si on peut jouer notamment au snipe avec le PSG1 semi-automatique, et on peut essayer d'un petit peu ajuster nos adversaires en se mettant dans la grande tour. Voilà, bon, je rentre pas plus dans les détails. Euh, on a aussi la map Crackhead, qui fait encore la honneur au Vietnam. Donc finalement, voilà, on voit bien que il y a des, elle est enfin, ce jeu est original parce que l'environnement, le contexte quoi du Vietnam, n'a pas été utilisé jusque-là dans les jeux, surtout dans les FPS. Et du coup, c'est innovant quoi. Et du coup, c'est appréciable de jouer dans des décors dans lesquels on n'a pas l'habitude de jouer vraiment. Bon, par ailleurs, la map Cracked, elle peut être bien en soi, mais elle offre trop de possibilités de se mettre dans des coins et recoins. Enfin, voilà, si les gens ne jouent pas trop le jeu, on peut vite s'ennuyer, mais à mon avis, c'est une map qui peut être très intéressante dans des modes de jeu plus spécifiques, comme recherche et destruction, sabotage, enfin des modes un peu plus où justement tous ces coins et recoins et ces abris peuvent être utilisés à bon escient et donner des parties beaucoup plus intéressantes qu'en MME, je pense. Donc voilà pour ce qui est de Cracked. Une map qui pour le coup est une map, on va dire, anecdotique. Alors pourquoi j'utilise ce terme? Non pas qu'elle soit... alors c'est une map qui est très sympa à jouer, mais hormis sur World at War où on avait eu une map qui avait cet atout dont je vais vous parler, on n'avait pas d'autres maps dans l'histoire de Call of qui, eh bien, j'en reviens au fait, qui se déroulait dans un contexte de nuit, donc nocturne. Et voilà. Et donc en fait, le fait, et d'ailleurs dans les Call of qui ont suivi, on n'a jamais, quasiment en tout cas, retrouvé une map comme ça qui se déroule la nuit. Et ça donne vraiment une ambiance très originale et tout en restant assez jouable parce qu'il y avait les effets de lumière enfin la lumière procurée par la lune, la pleine lune. Là encore au Vietnam, puisque bon, comme son nom l'indique, Hanoï, je ne vous l'apprends pas, c'est la capitale de. Alors j'espère que je ne suis pas en train de m'auto-troller, comme on pourrait dire. Mais voilà, c'est, si ce n'est la capitale, une ville vraiment importante dans ce pays qui est le Vietnam. Ou bien peut-être le Cambodge, mais bah, vous l'aurez compris, voilà, c'est là encore le contexte entre l'Amérique, enfin États-Unis et le Vietnam qui est illustré et auquel on a, qui nous offre là encore une map dans un contexte original. Voilà. Alors si, il y a une dernière map dont on pourrait parler, qui est parmi les plus grandes maps de Call of Duty, hormis peut-être celle de Ghost, et en tout cas à tous les coups la plus grande map de BO1, et il s'agit de Crysis. Alors écoutez, cette map, pour moi, elle m'a toujours fait penser que justement Crysis c'est la crise, hein. C'est-à-dire que
Je crois que si je fais un ratio de 10 parties, je sais pas si je me suis amusé, on va dire une fois toutes les 10 parties sur cette map, parce que vraiment, elle est vraiment trop grande. Je pense que c'est une map qui n'a pas été faite spécialement pour la MME. Bon, par ailleurs, elle est plutôt jolie. On a un contexte où on a la mer en fond, et si je ne m'abuse, elle représente enfin c'est même sûr, vous allez me dire, elle représente l'épisode de la crise des missiles de Cuba, qui en gros, pour la faire court, c'était un épisode de la guerre froide où les États-Unis avaient découvert le, que sur Cuba se trouvaient des missiles qui étaient armés et prêts à être activés à tout moment, déclenchés quoi, et le tout en direction des États-Unis. Donc Cuba, c'est pas loin de Miami notamment. Et cerise sur le gâteau, donc bon, Cuba étant allié avec le bloc soviétique, il s'agissait donc de missiles soviétiques de l'URSS. Et quand Kennedy et tout son gouvernement ont découvert ça, euh, ils ont tenté une attaque, une offensive sur Cuba pour en gros, bon, bah, on va dire, faire échouer un peu ce début d'opération. Et puis, je crois, bon après, je ne suis pas prof en histoire, mais il y avait pourquoi pas aussi une tentative peut-être d'attaque vis-à-vis de Castro. Enfin voilà, c'est un épisode qui a été très marquant. Et on dit que c'était la crise des missiles de Cuba parce qu'en fait, cette offensive a échoué. Voilà. Et donc au-delà du fait que c'est une map qui n'était pas, on va dire, on va dire le top à jouer en MME, voilà, elle a participé quand même à donner à Black Ops 1 à donner Black Ops 1 sa patte à bien représenter ce contexte de guerre froide. Et en plus, elle permet d'avoir d'avoir un lieu qui représente un petit peu. Elle est quand même originale finalement parce que elle ne se situe pas, on va dire, qu'en Amérique ou que dans des endroits un peu comme ça, très classiques, puisque bon, Cuba, fallait quand même y penser à faire une map là. Et la transition est toute trouvée parce que, heureusement que ça m'est revenu à l'esprit, j'aurais été déçu d'oublier de vous parler de la map pour moi mythique quand même. En tout cas, légèrement sous-cotée, qui n'est autre que Havana. Donc Havana, c'est quoi en fait? C'est la Havane en fait, c'est une ville, c'est la capitale de Cuba. Et on y retrouve notamment les fameuses voitures célèbres qui sont vraiment les voitures qu'on retrouve à Cuba. Sur cette map, on a des portraits de Fidel Castro, de Fidel Castro avec des graffitis où sont inscrits par exemple Viva Fidel, enfin voilà, et puis des espèces d'affiches aussi un peu de façon propagande pour faire la propagande de la politique communiste et puis de tout ce que Fidel Castro avait mis en marche là-bas. Donc c'est assez impressionnant de voir ça dans un jeu vidéo et c'est assez clinquant. Et puis ça donne vraiment ça reste un jeu, mais vraiment on se plonge dans cette ambiance quoi quand on voit ce genre de petits détails. Alors cette map, pour le coup, est originale dans le sens où, en plus de son lieu qui est qu'on n'a pas l'habitude de retrouver, donc je vous le disais, c'est à Cuba. Euh, Elle est dans une forme qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. C'est-à-dire qu'elle est elle est très allongée, on va dire un peu étroite, mais très longue. Et on est dans une rue de la Havane ou de Havana, quoi. On est dans une rue avec des bâtiments de part et d'autre.
Et dans cette map, comment dire, si on a des déplacements assez efficaces, en passant par exemple dans les petites ruelles sur les côtés, en arrivant, je repense à l'endroit où il y avait la fontaine, et puis qui débouchait derrière sur une habitation qui elle-même débouchait encore sur le respawn. Et en fait, en ce qui me concerne, je trouvais qu'on pouvait vraiment, on pouvait si on l'appréhendait avec le space 12, en ajoutant au space 12 son silencieux, eh bien en fait on pouvait vraiment faire des gros massacres. Pourquoi? Parce que le spawn étant juste à côté de cette habitation dont je vous parlais, les joueurs pouvaient arriver par là, et en se la jouant un peu filou, on pouvait cueillir ses ennemis avec, en ce qui me concerne, le space 12 et son silencieux. Et, euh, et une fois qu'on enchaînait les kills, et ben, je vous le donne en mille, on débloquait son petit Yui, ou les chiens accessoirement. Et puis ben, ensuite, hein, c'était le massacre assuré. Donc voilà, franchement, Havana, très jolie map, des belles couleurs, un petit peu façon des couleurs orangées, coucher de soleil, un petit peu une ambiance chaude, et sans être trop tape à l'œil, mais en étant vraiment joli, quoi. Alors, je pense que là, on a à peu près fait le tour des maps. Euh, Si j'en oublie, vous pouvez me les donner dans vos éventuels commentaires. Je suis preneur. Mais je ne pense pas être passé à côté en tout cas des principales. Alors, sur Black Ops 1,